Bonjour à tous les amis entrepreneurs, les amis chômeurs, les amis de droite mais aussi de gauche, et les amis du centre, et les amis écolos, les amis travelots, les amis puceaux aussi, il y a le droit, on l'a tous été un jour. J'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo aujourd'hui. C'est pas pour fêter les 400 000 abonnés, c'est déjà fait sur cette petite chaîne YouTube. Putain, incroyable. J'espère qu'il y a pas trop, vous n'êtes pas trop dans l'euphorie des élections. Tout le monde, et j'en ai déjà parlé un petit peu sur ma chaîne, sur ma page Instagram, où il y a beaucoup de gens qui sont soit en train de pleurer des larmes énormes, soit en train d'hurler à la joie. Parce que j'ai vu des gens vraiment qui avaient des réactions de ouf, en mode ça y est, on va être libérés. Incroyable, et d'autres qui étaient en train de pleurer, frère, en mode c'est horrible ce qui nous arrive, etc. Moi, j'ai pas pris position comme tous ces influenceurs de merde à dire message à mes abonnés, faites ci, faites ça. Mais mec, t'es là pour faire rire. Fais rire, t'es là pour faire des vidéos avec un tank, fais des vidéos avec un tank, ta gueule frère, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas dans ton domaine d'expertise, alors ne sois pas expert, arrête de casser les couilles. Et moi ça m'a saoulé quoi. Et les mecs en train d'envoyer des trucs dans tous les sens, dire fallait voter pour lui, voter pour lui, voter pour lui, ça m'a cassé les couilles à mort ça sur Instagram. J'ai fait 3 petits points sur Instagram, me désabonner à chaque fois mec. Tous les gens dans leur story, faut contrer la gauche, oui il faut voter la gauche, faites ci et la droite. Oh, arrêtez de nous casser les couilles avec ça putain, on sait ce qu'on doit faire. Et donc franchement ça m'a saoulé quoi de voir tous ces gens qui prenaient position comme des trimards là. Surtout que, enfin je sais pas, c'est un choix personnel. Enfin bon, peu importe. Moi ce qui est marrant c'est qu'il y a des vidéos, je vois des extraits un peu partout, je me fais traiter de sale gauchiste parce que j'ai trop de potes arabes, et d'un autre côté je me fais traiter de sale droitard parce que je dois être patriote et qu'ils ont déjà vu un drapeau français et tout. Donc les gens ils savent pas. Ils se disent putain c'est chelou, il y a des drapeaux français chez lui, il a tout du gros droitard capitaliste avec son château, ses Rolex et tout, mais d'un côté il a la chicha avec des arabes, il adore les arabes. Putain, moi la seule chose que je sais, c'est que je pensais me réveiller en me disant putain tous les arabes ils vont se barrer, ils vont devoir se barrer du pays. Et finalement mec c'est nous, c'est nous ceux qui faisons de l'oseille, qui doivent se barrer. Oh putain on est mort, ça y est. Non les amis, faut dédramatiser un peu la situation, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens, enfin c'est les réseaux sociaux aussi, il y a un peu de branlette. Je pense que le seul acteur qui est capable de changer les choses dans votre vie les amis, c'est vous-même. Voilà, j'en ai déjà parlé un peu sur Instagram. C'est relou quand on entend parler que de ça. Là, la seule personne qui peut changer les choses, c'est vraiment vous, c'est vos actes, c'est ce que vous faites au quotidien, les choses que vous mettez en place. Il y a une petite corrélation quand même avec le sujet de la vidéo, même si voilà, on a toujours un titre axé, une miniature axée sur un sujet. C'est vrai qu'on parle de tout ici. Là aujourd'hui, j'avais pas envie de vous parler d'immobilier, j'avais pas envie de vous parler des maisons qu'on a en cours, parce que l'immobilier ça passionne plein de gens. Mais il y a aussi des réalités, moi, qui me choquent tous les jours, comparées à ce que les gens font. Donc c'est pour ça que j'ai envie de parler de ça. Et donc oui, il y a une petite corrélation parce que les actes que tu mets en place tout de suite, c'est eux qui vont faire changer les choses dans l'avenir pour toi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils osent pas se lancer, ils osent pas essayer, ils osent pas négocier. Il y a plein de choses, tu vois. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite vidéo. En tout cas, il y a des choses à faire tout de suite, je pense, hyper importantes. Les gens qui ont un petit peu de sous de côté, qui se disent tiens, j'en ai rien à foutre d'avoir une moto dont je me sers pas beaucoup. Bah ouais, c'est clair que cet argent-là serait carrément mieux placé dans des trucs à droite à gauche. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un apport pour une maison, ça peut être de la bourse, ça peut être plein de choses. Moi, comment j'ai fait, j'ai pas du tout suivi le chemin classique des gens qui entreprennent et qui sont chauds là-dedans. Moi, j'ai commencé pour gagner un peu de sous, à faire des motos. Donc moi, si tu veux, les premiers apports, c'était retiré de mon travail quand je travaillais dans les magasins de moto. Et avec cet argent-là, j'essayais de négocier des bécanes dans les magasins qui étaient autour de là où je travaillais. Les bécanes de reprise, en fait, tu as toujours des magasins pour vendre une moto neuve, une moto cross neuve. Ils vont racheter une moto un peu pourrave, mais c'est histoire de la racheter au mec, tu vois. Donc ils vont un peu le saigner sur la reprise. Et puis la moto, ils la revendent même pas dans le magasin. Après, ils essayent de la faire repartir avec des gens comme moi qui les rachetaient. Donc moi, voilà comment j'avais fait mes premiers sous. En fait, c'était comme ça. Je travaillais l'été quand j'étais encore en études. Je travaillais l'été chez mon patron. Ludo et le Jésus de 49, qui nous a refait la HDR pour ceux qui l'ont vu ce week-end brûler sur le banc, faire quelques burns et tout à la boutique éphémère de Paris-Ouest. Mon ancien patron chez qui j'ai fait mes stages quand j'étais en bac, quand j'étais en BTS, etc. J'ai fait plein de choses. On travaille toujours ensemble, ça fait trop plaisir. Mes premiers sous que je faisais là-bas en travaillant l'été, en donnant des coups de main. Après, j'ai travaillé chez Honda, après j'étais chez Kawasaki. Et en fait, tous ces petits sous-là, j'arrivais à les faire en achetant des motos que soit je négociais à mort sur Internet, j'allais faire des 200-300 bornes, j'allais acheter des vieux CR, surtout des Honda en fait. C'est beaucoup de motos Honda, des CR 250, des CR 125. C'était vraiment ça. Comme il y a des mecs qui sont spécialisés dans
les 1,5 litre DCI. Ils vont éplucher tous les 1,5 litre DCI, ils enlèvent toutes les maladies de pompe à huile et tout ça de ces voitures-là. Et les mecs, après, ils les revendent, ils font des plus-values et tout. Et c'est fort, hein. Il y a des gens qui sont dans les TDS, il y en a qui sont dans ça. Moi, c'était vraiment les Honda CR. Je faisais un peu d'autres trucs, hein. J'ai eu un peu de tout qui est passé. Et d'ailleurs, j'ai continué pas mal de temps ça sur ma chaîne principale. Continuer à rénover des motos, les refaire, prendre un billet, etc. C'était cool d'en faire sur YouTube. J'ai fait pas mal de trucs comme ça, mais j'ai commencé quand j'avais, je pense, 14 ans, un truc comme ça, avec les premières motos que j'avais, les mobylettes, etc. Un peu comme tout le monde. Sauf qu'à la fin, j'ai essayé de réellement gagner un peu d'argent avec. Et donc, tout au long de mes études en bac pro jusqu'à mes premiers CDI, je travaillais à côté, quoi, le soir, le week-end, je refaisais des bécanes. Et j'avais toujours des Honda. Mais j'étais tout au millimètre. Quand je vous dis au millimètre, les gars, j'étais au centime de chez centime près. C'est-à-dire que j'achetais pas un kit déco. C'était trop cher, 200 balles pour mettre un kit déco sur une moto. Donc j'achetais des plaques d'autocollant noir et je découpais le gabarit du plastique de la moto. Et je mettais ça. Ça me coûtait 20 balles au lieu de 200 €. Je refaisais ça. Je changeais pas les plastiques. J'allais faire les bennes des magasins de moto. Là où on est en train de faire justement les vidéos du magasin d'Airsoft et de Jabo Assurance. De toutes les vidéos qu'on a fait là-bas. Avant, là, c'était Ducati. Ce magasin-là qu'on est en train de refaire. Il y avait chez Honda, il y avait Perro Moto avec Yamaha, Suzuki, tout le bordel. Et on faisait les bennes des pneus, on connaissait tous les mécanos qui travaillaient là-bas. Et dès qu'il y avait un pneu cross qui était pas trop en mauvais état, je récupérais, je le remettais sur mes motos pour les revendre avec des pneus propres. Et donc j'étais vraiment au millimètre de chez millimètre et je refaisais les motos comme ça, vraiment pas cher. Et puis des motos que j'achetais 500 balles, 400 balles. Alors oui, pour ceux qui connaissent le marché actuel des CR, il y a 10 ans, il y a un petit peu plus de 10 ans, c'était ça, hein. Un CR 250 de 94, tu pouvais le toucher à 500 €, 600 €. Moi, j'ai connu l'époque où les 500 CR, on parle pas d'une époque qui a 30 ans, les gars. Les 500 CR, tu les achetais 2500 € et c'était cher. Je m'en rappelle avec Hugo, qui est le gérant de ma boîte d'Airsoft aujourd'hui, Hugo Gillet. Lui, il avait une 103 RCX, moi j'avais ma 103 SP, et on regardait les 500 CR. Et d'ailleurs, je vous remets une photo tout de suite de l'époque où j'étais avec Hugo, où on a été chercher ma première 500 CR, c'était avec mon père, que j'avais acheté 1500 €. Et à l'époque, c'était presque un peu cher, quoi. On se disait, wow, 2005, c'est des tarés, 2500 € pour une CR de 89, tu te rends compte? Alors aujourd'hui, ça vaut 12 000, c'est un truc de ouf. On avait toutes ces motos-là, 250, 125, que je rebidouillais, je revendais, puis je les achetais 500 balles, je mettais 200 € dedans, et je les revendais 1005. Donc je prenais, allez, un petit billet de... C'était rare de prendre 1000 balles, mais je prenais souvent un billet de 800 €, quoi. Et j'en faisais, surtout. J'en débitais, quoi. Et je faisais ça le soir, le week-end. Devant le mobil-home, j'avais fait une bâche avec la photo que j'avais déjà remis sur Internet avec la petite M3 au 46 que j'avais mis en dessous. Ça, c'est quand j'avais perdu mon père. J'avais mis tous les sous de l'héritage dedans, mais ça, j'en parlerai juste après. Et donc, sous cette bâche-là, là, j'avais mon atelier, en fait. Et c'est là que je bricolais les motos. Donc, devant le mobil-home, dès que ça rentrait le soir du boulot, tac, 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 on bricolait les bécanes et je les revendais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers petits sous, quoi. Premiers 10 000 balles. Voilà, c'est à cette époque-là que j'ai commencé, avant les Audi R8 et tout ça, il y a une chronologie en vrai dans mon petit parcours. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Et il y a un moment donné, cumuler, à chaque fois, en fait, j'avais jamais un billet entier parce que à chaque fois que je refaisais 800 balles, je rachetais une moto. Donc je commençais avec une moto, quand elle était vendue, j'en rachetais une deuxième, quand elle était vendue, j'en rachetais une troisième. Et puis après, dès que je faisais un peu de bénéfice, au lieu d'avoir une moto par une moto, j'en avais une deuxième, 3 motos. Puis j'ai fini avec 7-8 motos en même temps chez moi, quoi. J'avais 7-8 motos en stock que j'étais en train de refaire et tac, et je bidouillais, machin, et je revendais. Puis je me suis retrouvé avec un billet de 10 000 €, mais à l'époque, j'avais l'impression d'avoir pété le million, quoi. J'avais vraiment l'impression d'avoir pété le million. Ça a été beaucoup plus fort pour moi, à l'époque où j'ai gagné 100 000 € d'un coup sur mon compte perso, ça a été beaucoup plus symbolique pour moi que des sommes beaucoup plus grosses, quoi. Où je me disais, what the fuck, j'ai 100 000 balles. J'avais l'impression que c'était irréel. Tu sais, je sais pas, j'avais l'impression que c'est un peu comme quand j'avais 30 000 abonnés. J'étais beaucoup moins reconnu dans la rue et tout. Mais j'avais l'impression d'être Johnny Hallyday. J'allais en boîte de nuit, les meufs, elles sortaient leurs seins, elles nous sautaient dessus, on faisait que de niquer des meufs dans la loge et tout. Enfin, c'était incroyable. Mais je faisais des soirées en boîte aussi, tu vois. Mais j'avais l'impression que c'était... je sais pas comment dire. Je sais pas comment vous dire. C'est comme les gens un peu jaloux. Limite, un pote à toi... Quand tu as 18 ans, il va être plus jaloux quand tu viens d'avoir le nouveau iPhone 5C. À l'époque, c'était ça, hein, il n'y avait pas le 15. Genre, je me rappelle des potes qui avaient fait des crises de jalousie en mode « Ouais, mais t'as un iPhone 5C, ouais, mais tes parents, ils te payent tout, ouais, mais toi, t'as de l'argent dans ta famille. » J'avais l'impression qu'il y avait plus de jalousie en mode « T'es un sale riche d'avoir un iPhone 5C » que les gens aujourd'hui « Oh, elle est sympa, t'en avais une Tador SV, tu vois. » C'est marrant, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont décorrélées ou que c'est plus au même niveau. Mais c'est drôle parce qu'on s'en fout finalement. En tout cas, quand j'avais eu ce billet de 10 000 €, je m'étais dit « Mais what the fuck, comment j'ai réussi à faire autant de thunes, quoi. » J'étais fou, quoi. Genre, ma mère et tout, elle était là en mode « Oh là là, où est-ce que tu vas mettre l'argent si la banque, elle fait faillite et tout. » Mais c'était vraiment,
t'étais en stress, quoi. Et c'est à cette époque-là que j'avais acheté la Z4, la première Z4 3 litres à ma mère, qui était une voiture RHD accidentée, j'avais retapé la caisse, on avait fait un cover, j'avais tout rebidouillé, tout, enfin, c'était un chantier, j'avais acheté 4000 balles, je crois, j'avais refait des frais dessus. Et en parallèle, quand j'ai commencé à avoir des petits billets comme ça qui tournaient, 10 000 €, j'avais acheté une Boxster aussi une fois, une Porsche Boxster qui était accidentée, j'avais tout refait. Après, voilà, je me suis mis, en fait, ce que j'appliquais dans les motos, je l'ai progressivement fait dans les voitures. Au début, les tas de merde, hein, 525 TDS, ces trucs qui valaient 100 €, 200 €. Après, je l'ai fait avec des voitures à 1000 balles, après j'ai commencé à acheter des Z4, des trucs à 5000. Ma première Porsche, c'était une Porsche Boxster 2,5 litres, flat 6, 204 chevaux. Celle-là, je l'avais acheté 4000 €, RHD, accidentée. Je l'ai refait, je l'ai retapé, je l'ai revendu, j'ai fait x2. Là, j'ai fait plein de trucs comme ça et ça, c'est la première argent que j'ai fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Passe quelques années quand j'explique tout ça, évidemment. Ensuite, ce que j'avais fait, c'est que signer mon CDI quand j'étais chez Kawasaki, mais j'avais déjà préparé tous mes rendez-vous à la banque avant. Parce que nous, on était en mode survie, gros. On arrivait de 8 ans de mobil-home avec ma mère. C'était pas grave. Encore une fois, comme je dis à chaque fois dans les interviews, les trucs, je le dis tout le temps. Je dis on n'était pas du tout malheureux parce que c'est la réalité. On n'était pas malheureux, on était bien dans le mobil-home. Hein. Vraiment, on était bien. On manquait de confort. Des fois, il caillait. Des fois, il y avait l'eau qui gelait. Des fois, il y avait des coupures d'électricité, tout le bordel. Le putain de truc de chauffe-eau au gaz de merde là. Je me rappelle avec la pince multiprise, clac, tous les matins, clac, parce que le machin marchait plus, puis il voulait plus flamber, donc à la fin, il fallait l'allumer avec un petit chalumeau pour qu'il prenne et qu'il chauffe la flotte. Enfin, mais c'était une sacrée époque, je regrette pas du tout, puis c'est peut-être grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Mais on n'était pas des malheureux, il y avait bien plus malheureux que nous, des gens qui en chiaient à mort, des gens dans la rue et tout, enfin bon, voilà, mais c'est la réalité. Mais aujourd'hui, il y a tellement de cassos sur internet qui sont en train de se faire passer pour des SDF. Regardez, de SDF, je suis devenu machin, un truc. Donc moi, j'ai pas du tout envie de ressembler à ces gens-là. La réalité, c'est qu'on a été dans un mobil-home avec ma mère, donc on l'explique, quoi. Voilà, tout simplement. Je travaillais chez Kawasaki, j'étais encore dans le mobil-home avec ma mère. À l'époque, je venais de revendre. Donc j'avais eu ma M3 à 46. Entre-temps, mon père était décédé. Donc j'avais eu l'héritage dont je parle 1000 fois, là, où j'ai eu 14 000 balles. J'ai acheté la M3, je l'ai revendue, j'ai pris un petit billet. Mais à côté, je faisais les CR et toutes les motos. Et je rajoutais un peu. Et j'avais revendu la voiture, je crois, 17 000. Après, j'ai racheté ma 335i, 26 000. Et voilà. Et à chaque fois, je reprenais un billet. Après, j'avais une Audi TT. Après, voilà, j'avais plusieurs trucs comme ça. Donc tout ça, l'Audi TT, tout le bordel, il y a des photos qui s'affichent pendant que je parle. On était encore à l'époque du mobil-home. Je venais à peu près de signer mon CDI, je crois. Quand je suis parti de chez Honda, j'étais avec ma 335i bleue de mémoire, ma 335i noire. Et quand je suis arrivé chez Kawa, j'ai acheté une Audi TT. Et donc, la petite Audi TT rouge. Donc, j'ai signé un CDI avec une période d'essai. Et j'avais fait tous mes rendez-vous à la banque pour que dès que ma période d'essai soit terminée, je signe l'achat de la maison. Donc en fait, j'ai racheté la maison de mes grands-parents. Voilà comment ça s'est fait en fait. J'ai sécurisé un peu le truc en mode si demain je perds mon taf, que je me fais virer ou quoi que ce soit, mon crédit il est fait. Et moi, je me faisais confiance pour rembourser le crédit. Je m'étais dit, j'ai pas peur. Dans tous les cas, je trouverais les 400 balles par mois pour payer la banque. Le lendemain, je me rappelle, j'avais calé ça au millimètre. C'était Anthony Dupuis, un gars avec qui j'étais à l'époque au collège, qui était courtier en crédit immobilier. Et donc, mon premier achat immobilier, je l'ai fait avec lui. Et c'est là qu'on a mis en concurrence directement les banques. C'est-à-dire que je suis pas allé voir directement ma banque. Je suis allé le voir lui, qui était à la salle de sport avec moi. Et Anthony l'avait mis en concurrence, je crois, 5 ou 6 banques. Et il y en avait une avec qui donc j'ai acheté la maison, qui m'avait fait un crédit à l'époque. Alors là, je vais vous mettre un peu le seum, les gars. Je pense que vous allez avoir la rage à 0,79%. Là, on a l'impression que c'est lunaire ce que je suis en train de dire. Alors c'était en 2016, donc ça va faire presque 10 ans. Oh putain, ah non, ouais, ça fait... Oui. Enfin bon, ça fait 10 piges. Après, à peine 10 piges ou 10 ans, ma première maison est donc 0,79%. Nous, à l'époque, on était là, ouais, c'est un bon taux. C'est pas incroyable, mais c'est un bon taux. Et donc, j'achète la première maison de mes grands-parents. Et après, je bricolais les voitures à droite, à gauche. Et puis, je continuais à faire un petit peu de... On continuait à vivre dans le mobil-home, parce que mes grands-parents étaient encore dans la maison. Mais moi, au moins, j'avais la maison. Je m'étais dit, le jour où mes grands-parents sont plus là, au moins, j'ai ma baraque, je suis propriétaire. Maintenant, on peut rester dans le mobil-home, on n'est plus en stress. Et donc, voilà comment ça s'était fait. Et donc, là, j'avais fait 0 apport, hein. Donc j'avais financé la maison totalement avec le crédit de la banque. Et donc je continuais en parallèle à faire des voitures jusqu'au jour où j'ai réussi à faire des crédits à la conso. Chose que je conseille évidemment pas, mais j'étais fou à l'époque. T'imagines, je voulais m'acheter une Audi R8 et j'ai réussi à m'acheter une Audi R8 alors que je gagnais 1400 € net par mois, quoi. À l'époque, je m'étais dit, j'en dormais pas de la nuit, je m'étais dit, il faut que je trouve comment faire un crédit, comment en faire plusieurs en même temps. Je vais me démerder, je vais travailler la nuit, je vais refaire des motos, je vais tout faire. Mais il faut que je m'achète cette putain d'Audi R8. Et j'avais fait des crédits de ouf. J'avais revendu ma 335 et tout. Mais déjà à l'époque, j'avais la 335 et à chaque fois, je grattais un billet et je continuais à faire des motos. Et en plus de ça, quand j'étais arrivé chez Kawasaki, j'avais gardé le même train de vie de Honda quand j'étais chez Honda avant. Et chez Honda, je gagnais 730 € par mois. Et chez Kawasaki, je gagnais 1400.
C'était énorme pour moi. Donc j'arrivais à mettre au moins 500-600 balles tous les mois de côté avec le CDI. Plus je gagnais à peu près 500-600 balles minimum avec les motos que je bricolais. Donc il y avait un salaire que j'arrivais à foutre de côté pratiquement. J'avais un 1200, un 1300 que j'arrivais à foutre de côté tous les mois. Et sauf que au bout d'un moment, quand je revendais ma 335 ou je sais plus quelle voiture que j'avais revendue peut-être genre 25-26 000 euros, plus les sous que j'avais mis de côté, plus un crédit, en fait j'arrivais à 60 000 balles. Et d'ailleurs je crois que j'ai fait 2 crédits. Et donc, enfin truc de ouf. Donc je m'étais dit, mais attends, si j'avais fait des calculs savants, je me rappelle, j'avais un pote qui s'appelait Gaël, j'étais chez lui, j'étais en train de me dire, mais gros, on regardait sur internet et tout, je m'étais dit, mais mec, je me rappelle, c'est sur son canapé, il habitait à Soulaine-sur-Aubance. Et je m'étais dit, mec, je peux m'acheter une Audi si je fais ça, si je fais ça. Et là j'ai commencé à faire des calculs, des trucs, des machins, des trucs de ouf. Et c'est là que je me suis dit, je peux m'acheter une R8, mec. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si aujourd'hui je me dis, putain mec, là, j'ai assez de thunes pour m'acheter un avion de chasse. Là, je peux m'acheter un Rafale et en faire, tu vois. Parce qu'il n'y a pas l'histoire de passer 10 000 heures, certifier le permis, 2 ans de formation. C'est ça l'aviation qui est galère. Mais tu vois, c'est comme si je me dis, là, je peux m'acheter un avion qui va à 3000 km/h. Tu vois, c'est vraiment la même sensation. C'est un truc de ouf, tu vois. Je me rappelle, j'étais en train de me dire, mec, je me disais, c'est pas impossible que je puisse m'acheter une Audi R8. Donc j'ai été faire des crédits à la consommation où je me suis fait éclater à 15% et tout. Et j'ai été acheter putain d'Audi R8 et là j'étais fou quoi, j'étais fou, j'avais réussi à m'acheter une R8, je sais pas si vous vous rendez compte, enfin, c'était, à l'époque pour moi c'était incroyable, une R8 V8, alors après j'ai eu tous les ramassis de cassos qui arrivaient qui disaient ah c'est que le V8, mais ferme ta gueule frère, et les mecs qui te disent ça ils roulent en scénic, hein. Évidemment, hein. Le mec il arrive, ah mais c'est pas le V10, mais ferme ta gueule, putain. Mais tu vois, mais horrible quoi, horrible. Franchement, tous les mecs qui ont des Audi R8 V8 par volonté, parce qu'il y a des gens, moi demain, si je devais racheter une R8, je prendrais une phase 2 V8, parce que le bruit du V8 est incroyable. Le V10, voilà, c'est plus gros, c'est plus lourd, ça consomme plus. Et c'est sympa d'avoir un V8 dans une Audi R8, quoi, je trouve ça incroyable. Et il y a des Audi R8 phase 2 jusqu'à 2015 de mémoire, qui ont le V8 avec les pots ronds à l'arrière au lieu d'avoir 4 pots, avec la nouvelle boîte, double embrayage. Et ça un jour, je vais m'en péter une. Pauvre gens, quoi. Tu sais, quand t'as 2 motorisations dans une voiture, t'es toujours le trimard parce que t'as pas pris le plus gros moteur. Et à chaque fois, le mec, il est là, frère, il roule une voiture sans permis, mec, où il roule un vieux J5 de mort. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Toi, t'es là, t'es heureux, et l'autre, il arrive, il te défonce dans ton truc en mode « Mais c'est horrible, on sait que t'es jaloux quand tu dis ça, tais-toi !» Dans ta tête, dis-toi, c'est un truc pourri. Tu sais, comme quand j'avais eu le Cayenne à l'époque, les gens disaient « Oh, c'est que le V6 !» Mais mec, c'est pour aller chercher les courses à Hyper U, laisse-nous tranquille, connard. J'ai pas envie d'avoir le V8 où le moteur il casse tous les 50 000 km, laisse-moi tranquille avec mon V6 fiable. Et ça, c'est horrible quand t'as ça. Enfin bon, c'est comme le mec qui arrive et tu sais, il regarde l'écartement entre l'aile avant et la porte et il dit « Ah, bah elle a tapé, mais ta mère aussi elle a tapé, frère. Elle a tapé plus violent que la voiture à 200, mec. Alors laisse-nous tranquille, frère. Et arrête de critiquer. Et oui, il y a une aile qui est peau d'orange parce qu'elle a été repeinte. La voiture, elle a 200 000, connard. Évidemment qu'il y a eu un accident. Donc laisse-nous tranquille. Et ça, c'est insupportable. Donc ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et donc voilà, je fais cet argent-là. Et dans ma tête, à l'époque, pas du tout entrepreneur, pas du tout dans l'idée de monter des boîtes, pas du tout dans l'idée d'investir l'argent, la bourse, tout ça, je sais même pas ce que c'est. Et je me dis même pas que l'argent que t'as, moi dans ma tête, fallait gagner de l'argent pour vivre et se faire plaisir, mais il n'y avait pas de notion d'investissement, mais pas du tout, tu vois. Pour moi, avoir une maison, c'était vraiment le fait d'acheter la maison, c'était vraiment de se dire, ça m'appartient, c'est à moi. Mais c'était même pas en mode ma retraite ou pas du tout. J'avais pas du tout cette optique-là dans la tête. J'avais quelques limites mentales, quoi. Des brides vraiment de psychologie où dans ma tête c'était pas possible. Je me revois derrière la vitrine de Kawasaki quelques années avant d'avoir ma putain d'R8 et je me revois regarder un mec qui passe en R8 et un mécano de chez BMW qui avait, à l'époque ça venait de sortir, une M3 F80. Oh là là. Elle était violette et elle avait l'intérieur blanc. Je me rappelle, ils ont vendu une voiture comme ça à Angers, une M3 F80, ça venait de sortir et je vois le mécano qui sort du virage en travers. Ça fait chier parce que la voiture elle est neuve pour le client. Le client il doit pas le savoir, tu vois, on s'en bat les couilles. Mais en même temps, le mécano, je me disais, oh trop stylé, mais en même temps je me disais, putain, si je suis le client, frère. Et l'autre, bon, c'était pas grave ce qu'il a fait. En vrai, c'est pas grave. Il était sorti du virage. Et la voiture, elle est neuve, de l'air d'aparaffine sur les pneus, c'est pour un peu l'excuser. Et il est sorti un peu propre. Bon, mais bon, elle est neuve, gros, elle a le rodage et tout. Mais je suis pas le client, donc on s'en fout. Mais en vrai, ça fout le seum quand même. Mais c'était pas trop grave pour l'excuser. Donc voilà. Et il sort avec la M3 violette, les plastiques sur les sièges, pas de plaque. Et là, je me dis, wow, what, faut que jamais de ma vie ça m'arrive. Et il m'est arrivé un deuxième moment comme ça qui m'a marqué à vie, où j'étais en train de nettoyer une 500 CB que j'avais repris 1000 € chez Kawasaki. C'est des motos qu'on vendait, bah ça les 500 CB, les vendeurs de motos qui regardent la vidéo, ça se vend frère, c'est abusé comment que ça se vend bien. Et tu l'achetais 1000 €, t'affichais ça 2005, ça partait
J'avais même pas besoin de la mettre sur le bon coin et de payer une annonce. Dès que je parlais avec un client, j'enregistrais le numéro sur mon petit carnet et puis je rappelais les clients quand j'avais une offre ou un truc intéressant à leur proposer. Et du coup, c'était des motos que je vendais que sur ma liste de contacts. Et je me rappelle, j'étais en train de mettre un petit coup de chiffonnette et de la fée du logis, frère. Je me rappelle, on avait ça marchait trop bien. Je mettais un coup de fée du logis, gros, pour la nettoyer. Et j'étais devant la vitrine de chez Kawa et je vois un patron, un mec qui avait une cinquantaine d'années avec un costard, qui passe avec une Audi R8 V8 noire. Et là, mon cœur, il s'est arrêté, gros. Et j'étais là. Et c'est pour ça que j'entends des youtubeurs dire ouais, faut casser les brides psychologiques, machin. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des scammers de Dubaï, tu vois, qui cassent les couilles à vouloir vendre des formations de merde. Et là, je vois le mec, mais j'avais réellement une barrière psychologique. Et j'ai vu le mec passer et je me suis dit putain, jamais de ma vie j'aurais ça. Jamais de ma vie j'aurais le cul dedans. Et je me rappelle, j'ai été traumatisé. J'étais là, un peu à l'entrée de Kawasaki, à droite, là, les premières motos, derrière la vitrine. Et j'ai vu ça, comme ça. Et il remontait la rue du Landreau, frère. Et j'ai vu la R8 V8 et je me suis dit putain de sa mère, jamais de ma vie j'aurais assez de thunes pour pouvoir avoir ça, c'est impossible. Dans ma tête, c'était impossible. Je me disais, mais vraiment, je vous jure, ça m'a marqué cette histoire. Je sais pas qui c'est le salaud sur Beaucouzé qui avait une Audi R8 V8, hein, c'était un daron, un patron qui avait une cinquantaine d'années. Enfin, un patron, sans se trouve, il était pas du tout patron, tu vois, à l'époque, j'avais une Audi R8, j'étais loin d'être patron. Et enfin, ça faisait patron, quoi. Et je voyais le truc, je me disais, oh, le bâtard. Et j'étais fasciné, quoi. Et ce qui est ouf, c'est que même pas 2 ans après, j'étais toujours chez Kawasaki, en train de laver les motos au même endroit, et il y avait une Audi R8 noire sur le parking. Et c'est ouf, quoi. Et parce que, justement, ce que je viens de vous expliquer un peu avant, les motos, acheter, revendre, bidouiller, machiner, un crédit par-ci, un crédit par-là, un truc à 15%, l'autre à 17%, je me faisais fumer. Si je crevais un pneu, j'étais dans la merde. Je me rappelle à l'époque, c'était ma copine qui m'avait payé un pneu une fois parce que la voiture elle pouvait plus rouler, quoi. Et j'étais à découvert partout, j'avais plus de thunes. Alors je continuais à bidouiller des motos pour renflouer l'entretien de la caisse, l'essence parce que ça bouffait à mort et tout. Mais c'était génial, quoi. Je roulais en Audi R8, c'était n'importe quoi. Je partais, je mettais un plein, je savais même pas si je pouvais revenir. Je mettais 10 € par 10 € alors que je roulais en R8. Les gens ils pensaient que j'étais millionnaire. Surtout que, j'ai l'impression que il y a 15 ans là, il y a 10 ans, j'ai l'impression que les gens voyaient pas les choses de la même manière. Mais c'est moi qui a grandi, qui a évolué aussi, donc il y a des choses que je vois différemment. Mais j'avais l'impression qu'à l'époque, tu avais une 335i phase 2, les gens ils te voyaient comme un milliardaire. Et quand les gens ils me voyaient avec ma R8, ils avaient l'impression que j'étais le plus riche de la Terre, quoi. C'était ouf, alors que j'étais à découvert de ouf. Enfin, c'était trop drôle. Par rapport au sujet de la vidéo, c'est vrai que les premiers investissements, les premiers sous que j'ai posés, les premiers billets de 10 000 que j'ai posés, en fait, c'est venu vachement tard. Parce qu'après la Audi R8, j'ai eu la Ferrari Testarossa. Et la Ferrari Testarossa, j'en avais déjà parlé dans plein de vidéos, mais je pensais en avoir pour 20 000 € de révision. J'en ai eu pour 60 000. Et le gros problème, c'est que j'avais pas du tout l'argent. Donc j'ai revendu la R8, j'ai refait des crédits. Enfin, ça a été... Parce que le prix de la R8 a été dans la rénovation de la Ferrari. Sauf que la Ferrari, il a fallu que je l'achète. Donc j'ai fait des crédits et tout. Enfin, ça a été un merdier, pas possible. Il y a même une époque où je me suis retrouvé les 2 voitures en même temps. Et c'est là qu'est arrivé YouTube. À partir de cette époque-là où il y a les 2 voitures chez moi, tout est sur ma chaîne YouTube. Vous comprenez tout. Si les gens ils regardent la chronologie de mes vidéos YouTube, vous comprenez tout. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, ils cherchent pas loin quand ils me défoncent sur TikTok en disant ouais, fils à papa, c'est un héritier, il a pas gagné son argent lui-même, machin. Et les gars, depuis 2013, il y a des vidéos sur YouTube où vous voyez tout. Vous voyez bien qu'au début, je commence avec des petites motos. On me voit dans des vidéos où je suis en train de faire le SAV de chez Yann, en train de réparer les voitures de modélistes pour me payer un avion. J'ai des petites motos, j'ai des voitures pourries. Voilà, on voit bien que j'ai commencé, quoi. Mes vidéos, elles commencent, je suis dans le mobil-home sur YouTube. Les gens, ils cherchent quand même pas loin pour aller dire que je suis un fils à papa ou que mon argent, elle vient de je sais pas quoi, de ma mère ou de je sais pas qui, tu vois, ou que je l'ai volé, je sais pas où, j'en sais rien. Enfin, c'est rigolo, quoi, parce que t'as toute l'évolution. Et en fait, si tu regardes ma chaîne YouTube de 2013 à aujourd'hui, tu vois l'évolution. Plus le temps passe, plus je gagne de l'argent, plus j'achète des trucs, plus je fais des vidéos avec des engins de la mort, enfin voilà. Et c'est ça qui est assez drôle. Mais finalement, mes premiers investissements arrivent tard parce que donc il y a cette époque-là où commence YouTube. En même temps, l'époque où mon grand-père décède. Donc il habitait aussi dans la maison que j'avais achetée. Nous, on était encore dans le mobil-home. Et c'est là que ma grand-mère, qui est aujourd'hui au château, heureuse comme une reine, me dit bah maintenant que ton grand-père est plus là, moi je veux qu'il y ait de la vie ici, donc commence à rénover la maison, commence à habiter dans la maison, fais ta vie, quoi, ça y est. Donc maintenant que ma grand-mère me dit ça, t'imagines bien que 3 jours après on quitte le mobil-home avec ma mère, et donc je rénove une grange, je fais la maison pour ma mère, je rénove et je fais la terrasse dans ma maison, voilà, c'est la maison dont je vous ai parlé sur cette chaîne YouTube qui aujourd'hui est en location. Et puis je commence par le garage pour mettre justement la fameuse R8 et la Testarossa. Et donc c'est là que je commence à mettre l'argent que je gagne avec les motos,
parce que sur YouTube, le début de ma chaîne YouTube, je continue à rénover des motos et à gagner un peu d'argent avec ça. Et mes premiers investissements, finalement, ils sont pas si mauvais que ça, parce que je pose pas de l'argent dans des choses ultra rentables, mais par contre, je finance les travaux de ma maison. J'ai fait 0 crédit pour les travaux de la maison. Et donc, par contre, ça a mis du temps, hein. Mais l'époque de la Ferrari et de la Testarossa et le tout début de YouTube, bah, j'ai commencé à faire le petit hangar pour protéger les voitures. Après, j'ai fait la maison de ma mère. Une fois que j'avais fait la maison de ma mère, elle a quitté le mobil-home, j'ai fait mon appartement sur une terrasse de la maison. Et en fait, j'ai tout fait moi-même. Ça veut dire que j'allais avec le Cayenne, avec mon vieux HY, qui est aujourd'hui à l'Aftral en train de poser un moteur de poids lourd dedans. C'est quand même ça, c'est quand même incroyable. Mais ce HY là, à l'époque, je m'en servais pour aller chercher des bastins, tout ça. Tout ça, j'allais à Leroy Merlin, j'allais dans des boîtes, j'allais dans des scieries, j'essayais de négocier le bois, j'essayais de trouver des combines. J'allais démonter des trucs sur des vieilles maisons ou des vieux chantiers pour les payer moins cher et tout. Et c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer de l'isolation d'occasion, des plaques de placo-plâtre, des trucs en OSB un peu à droite à gauche. Et c'est comme ça que j'ai financé, entre guillemets, l'argent que je faisais d'une moto. Dès que je récupérais un billet de 1000 € d'une moto, j'allais acheter 1000 € de fil électrique et de Velux d'occasion. Que des plans comme ça. Mon oncle qui trouvait un arrangement chez lui, le mec il me vendait des Velux qui étaient dans une société, il fallait les démonter sur le toit, mais je les payais que 200 € pièce, machin. Toute ma maison, j'ai tout fait comme ça. C'était pas non plus de la terre paille chaud, mais on n'était pas loin du bon vieux Vivien. Pour ceux qui connaissent, c'est trop drôle. Mais si tu veux, j'ai commencé comme ça, en essayant de faire les trucs plus ou moins propres. Et puis j'ai tout fabriqué moi-même, j'ai tout fait. Il y a Virginie, une très très bonne amie à moi, son papa, paix à son âme, qui est plus là aujourd'hui, qui était venu trop sympa me montrer comment fonctionnait l'électricité. Je savais pas du tout comment rien que disjoncter le compteur, je savais pas faire, mais il m'avait montré comment faire pour brancher les fils, les disjoncteurs, les différentiels, quelle section quel ampérage pour les disjoncteurs et tout le bordel. Et donc j'ai fait un peu de plomberie, un peu d'électricité comme ça avec des gens adorables qui m'ont aidé. Et puis j'ai tout fabriqué moi-même. Et donc finalement, sans m'en rendre compte, j'ai investi dans mon patrimoine immobilier, ce qui est pas con, parce que ma maison, je l'avais achetée 74 000 €. Après, j'ai travaillé comme un chien dedans, hein, avec Babas, avec Kéké, avec des vrais amis qui m'ont aidé de ouf. On a travaillé, on a isolé les combles, on a tout rénové, on a fait un garage, machin. La maison, moi, je l'ai acheté 74 000 balles. Moi, j'ai mis que mes petites économies comme ça. Dès que j'avais un billet qui rentrait, j'achetais des matériaux pour faire la maison. Donc, si tu veux, j'ai pas fait un crédit, je me suis pas séparé de quelque chose. Mais dès que j'avais un petit billet, je le dépensais dans la maison. Ça a duré 2-3 ans. Au bout de 2-3 ans, ma maison, elle a été estimée à 450 000 €. Donc, finalement, je regrette pas. Parce que moi, de mes propres mains, réellement en argent, mais c'est tellement, j'ai tellement négocié, j'ai tellement bidouillé, j'ai tellement été chiné à droite à gauche des matériaux que toute la rénovation de la maison, ça a dû me coûter 50 000 €. Et après, j'ai fait des plus gros travaux quand j'avais les moyens, là, il y a quelques mois, quand j'ai refait la toiture toute neuve, j'ai fait le crépi, des trucs comme ça. Mais si tu veux, à l'époque, la maison, elle était déjà parfaite, ça m'avait coûté 50 000 €. Plus les travaux que j'ai fait moi, bah tu vois, c'est une maison qui a été estimée à 450 000 balles. C'est un truc de ouf, tu vois. Sachant que j'ai acheté 74 000, et même avec les travaux que j'ai fait aujourd'hui, j'en avais déjà parlé dans une vidéo justement où j'avais donné le chiffre. Je crois que j'ai dû mettre 60 000 € dans l'électricité, la plomberie, l'isolation, les clims, plus 20 000 € de toiture et de crépi. Ouais, j'ai dû mettre 90 000 balles dedans que j'ai fait faire à des prestataires, plus le reste je l'ai mis moi. Donc ouais, il y a de un billet de 140 000, tu vois, ça fait que la maison elle me revient à 200, on va dire qu'elle me revient à 200 000. La maison, en 10 ans, hein, elle m'a coûté 200 000 pour être parfaite et aujourd'hui, là, elle est vraiment bien. Mais tu vois, plus-value de 250 000 €. Si c'était, attention, un marché un peu haut et tout, on est bien d'accord. Je l'ai vraiment fait estimer à l'époque où la plupart des gens se pignolaient sur la vente des maisons. Le vrai de vrai prix, ça se trouve, c'est 300 000 ou 350 000. Mais vu que c'est comme ça, elle a été estimée à ce prix-là. Bon, est-ce que c'est le réel prix? J'en sais rien, mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il y avait des acheteurs. Parce qu'il y a des gens, ils se pignolent, mais les maisons, elles se vendent pas. Là, il y avait quelqu'un il y avait des gens intéressés qui auraient voulu un peu négocier. Mais on n'était pas très loin de la vérité. Donc, il y avait une très belle plus-value que j'avais fait sans trop faire exprès. Et puis, j'ai finalement mes abonnés, vous, qui m'avez insulté de tous les noms, sur la chaîne principale, sur cette chaîne, en me disant, mais mec, ne la vends pas, mais t'es un malade, ne vends pas cette maison-là. Elle est incroyable, c'est une maison de famille. En plus de ça, c'est sur YouTube, t'as commencé là et tout. Il y a le terrain, il y a le mobil-home et tout. Enfin bon, c'est vrai que moi, je m'étais dit, financièrement parlant, j'ai tellement de projets au château, j'ai tellement d'autres trucs, je me disais, est-ce que c'est pas mieux de la vendre? En plus, moi, par rapport à ma famille, je voulais pas la vendre. Et ma grand-mère, en fait, c'est elle qui m'a dit, mais vends-la, on s'en bat les couilles, vends-la, prends l'oseille. Et vas-y, on est là maintenant, on s'en branle et tout. Et donc voilà. Mais du coup, je l'ai pas vendu, je l'ai mis en loc. De toute façon, il y avait une plus-value. La plus-value, aujourd'hui, sur les maisons, elle est à 36 %. Et vu que ça faisait le temps des travaux, j'avais dépassé le délai légal pour pouvoir bénéficier de la revente de ta résidence principale, j'aurais dû me carrer 36 % sur les 250 000 € de plus-value. Donc t'imagines la somme énorme que j'aurais donnée à l'État, alors que c'est moi qui l'ai fabriqué, enfin un peu relou. Donc voilà, on arrive toujours à cette époque-là.
où je commence à gagner un peu de sous avec YouTube. Je commence avec 2000 €, 3000 €. Je lance le petit site internet La Boiserie, qui marche pas mal. Et je commence à me verser des 1000 balles. Alors là, évidemment, il se passe du temps, hein, mais je commence à gagner 1000 €. Mais sauf que quand je commence à gagner 1000 €, je commence à embaucher ma mère. Après, j'ai embauché Lucas. Et du coup, un monteur. Donc en fait, à chaque fois que je gagnais 1000 € de plus, je le redépensais dans la masse salariale, entre guillemets. Et puis, donc ça veut dire qu'au bout de 50, 60, 80 000 abonnés, 100 000 abonnés, je gagnais toujours que 1000 balles par mois. Parce que je redépensais dans tout le monde, quoi. Mais le truc s'autofinançait, gérait, c'était trop bien. Et donc, j'avais pas spécialement d'argent à épargner. À chaque fois, j'étais dans une logique de réinvestissement. À chaque fois que je faisais quelque chose, je continuais à côté à faire des bécanes, à faire des trucs. Après, j'ai lancé des petits business. Mais le gros avantage, c'est que par exemple, quand j'ai lancé Essential Airsoft, j'avais 5000 € et j'ai pu mettre les 5000 € dans l'achat de ma première commande pour Essential Airsoft. Donc trop cool d'avoir un peu de sous de côté. Et moi à l'époque, quand j'avais 2-3 000 €, 5000 € de côté, j'avais l'impression d'être. Mais j'ai l'impression d'avoir 4 milliards d'euros, quoi. C'était incroyable. Et j'avais cette sensation, je m'étais dit, putain, je suis blindé, quoi. Dans ma tête, en fait, psychologiquement, fallait que je sois capable de payer le vétérinaire si le cheval il se cassait une patte. Fallait que je sois capable, si la toiture s'écroulait, de payer une toiture. Et fallait que je sois capable de remplacer un moteur ou le frigo de la maison si ça cassait. Donc je m'étais dit, bon, tout ne va pas arriver en même temps s'il m'arrive des merdes, mais avec 10 000 balles de côté, on est loin, quoi. On est bien. À partir du moment où j'ai eu 10 000 balles de côté dans ma vie, à partir de là, pour moi, tout était du plus. Et je pense encore ça aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, les gens, je sais pas, il y a des gens, ils se font des films sur moi, mais les avions, les hélicoptères, les Lamborghini, châteaux, toutes ces conneries, pour moi, c'est du plus. Du moment que tu as un beau mobil-home, aujourd'hui, ils font des mobil-homes magnifiques. D'ailleurs, j'ai tellement une logique d'investissement en bourse, je voulais m'acheter une petite villa dans le sud, faire comme tous les cassos qui ont un peu de thunes, et finalement, évidemment que je vais pas le faire. Et je voulais m'acheter j'adore le sud-ouest de la France, et je voulais m'acheter une petite maison sympa, tu vois, mais dès que tu veux t'acheter un truc sympa un peu dans le sud-ouest avec un peu de terrain, c'est tout de suite 700 000, 800 000, tu vois. Je m'étais dit, je vais me faire un putain de kiff, quoi, je vais m'acheter une baraque de vacances. En fait, mes couilles, je préfère 1000 fois avoir ma thune en bourse, c'est ça qui me rendra vraiment riche un jour. Je vais m'acheter un beau mobil-home, je pense, et je vais le faire poser dans un endroit sécurisé et tout, ça va être trop bien, je suis trop pressé. Et donc voilà, pour moi, tout ça, c'est du plus, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, je suis trop content de faire tout ce que je fais. Le château et tout, c'est trop bien, avoir 15 maisons, c'est trop bien, assurer mon avenir, c'est trop bien, avoir de l'oseille partout, c'est trop bien. Ça pérennise en fait tout ce que je fais, moi ça me déstresse. Parce que je me dis que même si demain YouTube il y avait une galère ou qu'il y a un truc, je sais que tous mes salariés je peux les payer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sans qu'on rentre un centime, que je mette personne à la rue comme un malpropre. Donc de ça déjà par rapport à ça je suis rassuré. Si demain il y avait une grosse galère, j'ai des biens immobiliers à vendre, j'en ai quelques-uns qui commencent à se solder au niveau des crédits bancaires, tout ça. Donc je me dis que finalement, si tu veux, ça m'assoit en me disant, je suis quand même plus calme. Je suis moins dans le stress de me dire si ce mois-ci je rentre pas d'oseille, comment je fais? Je dois virer des gens dès le premier mois où on rentre pas d'argent, tu vois. C'est pour ça que mon piratage YouTube, quand ma chaîne elle avait sauté, c'est arrivé à un moment où j'ai perdu 75 000 €. Clairement, ça aurait été quelques années en avant, m'asseoir sur 75 000 €, je coulais ma boîte, quoi. Ensuite, j'ai toujours, et aujourd'hui encore, depuis l'époque où j'ai posé les 5 000 € dans Essential Airsoft, j'ai jamais pris de salaire ni de dividende, mais j'ai toujours été dans la logique de réinvestissement. Alors aujourd'hui, on est, il y a 3 personnes, en plus, on a mis des voitures de fonction à nos salariés, on a des bâtiments, on est propriétaire des bâtiments, là on ouvre un autre gros magasin, on a du stock, on va faire un truc de ouf, donc si tu veux, ça va être fou. J'en ai rien à foutre de me payer dessus sur cette boîte. Par contre, on va faire des trucs trop stylés, quoi. Et donc ça, c'est bien parce que je suis toujours dans cette logique de développement. Cette année, on fait plus 64% d'évolution de chiffre d'affaires. Enfin, c'est énorme. On a une boîte... Alors après, il y a d'autres investissements que je fais à côté pour gérer mes boîtes. On a un Romuald qui est venu, qui me fait des bilans journaliers. Et tous les jours, j'ai les marges, le taux d'évolution, le chiffre d'affaires journalier. Je pilote plus mes boîtes au mois, je les pilote au jour. Comme ça, tous les jours, s'il y a la moindre petite merde, tous les jours, je peux réagir. Et ça, c'est trop bien, quoi. Je vois l'évolution, je regarde sur les comptes, je regarde des trucs, je regarde au centime près. Romuald qui est là aujourd'hui, pas mal pour la partie statistique, il me fait des diagrammes, il me fait des graphiques pour suivre l'évolution, pour anticiper certains problèmes, pour connaître la saisonnalité des boîtes, etc. Et c'est hyper intéressant, c'est ça qui me permet de piloter ma boîte et de garder une exponentialité qui est vraiment intéressante. Et ça, je suis passionné par ça aujourd'hui aussi. Et donc, pendant toutes ces années, j'ai pas placé d'argent, j'ai pas investi d'argent dans quoi que ce soit, mais finalement, je le faisais en étant focus dans mes boîtes. Et donc, et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il pleut tellement d'oseille, frère, que j'ai le temps d'en foutre ailleurs. Et là, les gens, ils vont me détester. Non, mais en fait, vu que je gagne bien ma vie, je vous ai jamais menti. J'ai toujours dit la vérité aujourd'hui. 15 000 fois, je vous ai dit combien je gagnais. Aujourd'hui, je gagne 2 000 € net par mois. C'est la putain de vérité.
C'est la vérité en plus. Mais par contre, je me prends beaucoup de dividendes, donc évidemment, remis au mois, ça se trouve, ça fait 100 000 € de salaire, tu vois, mensuel, j'en sais rien. Mais par contre, non, c'est fini, frère. Les impôts sur le revenu, où je me fais dégommer la moitié de ce que je gagne. L'année dernière, j'ai payé 250 000 € d'impôts sur le revenu, alors que j'avais déjà payé plusieurs millions sur mes sociétés et mes couilles. Donc là, cette année, c'est 2 000 € net par mois. Je vais payer mes petites impôts sur le revenu, je vais me faire arracher la gueule sur tout le reste, hein, parce que vous imaginez pas l'ampleur. Moi la globalité de ce que je fais, c'est que je suis autour de 80% d'imposition. Si tu comptes tout, et c'est vraiment, on est autour de ça, hein. On est vraiment autour de ça. Les gens ils disent oui mais regardez sur les sociétés, quand vous faites du bénéfice, vous payez 25% d'impôts sur les sociétés d'IS. Mais tu oublies tout ce qu'on paye autour. Et il y a aussi des choses annexes qui ne sont pas comptées. Les commissaires aux comptes qui viennent sur des sociétés alors qu'on est en plus contrôlé par des contrôleurs fiscaux. C'est-à-dire qu'on fait à la fin, le contrôleur fiscal, que tu aies raison ou pas, tu prends une amende. Le commissaire aux comptes, même s'il dit que c'est bien ce que tu as fait comme à chaque fois, bah lui, il prend 10 000 balles par an, par société. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est des dizaines de milliers d'euros en plus que tu payes. C'est des postes de travail qui ont été créés pour générer des frais pour les entreprises et faire tourner l'économie. Et donc si tu veux, bah, tout ça, si on s'en passait, on pourrait développer nos boîtes. Alors là, je vais pas faire de politique, mais on est vraiment bridé. On est vraiment bridé quand l'objectif, c'est de réinvestir, d'avoir... Moi, j'ai vraiment une logique de partage. Dès que je peux mettre bien mes salariés, dès que je peux leur donner des primes, dès que je peux leur mettre des voitures de fonction, dès que je peux les augmenter, je le fais. Donc dans cette logique d'être à fond avec l'équipe, de créer de l'emploi, de développer des nouvelles boîtes, je trouve ça dommage qu'on soit autant bridé en France, même si on a quand même beaucoup d'autres avantages à côté, mais on est quand même vachement bridé sur le développement de nos boîtes, sachant que l'idée première, c'est de développer des choses, créer de l'emploi, créer des super équipes, créer des nouveaux projets qui sont trop bien. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on soit autant bridé. C'est 80% d'impôts. Pourquoi on m'obligerait pas à les redonner à mes salariés? Je serais fier de payer 85% d'impôts. Aujourd'hui, je crois que je paye 84%. Mais si je pouvais payer tout le monde 15 000 € par mois, mais j'en aurais plus rien à foutre de payer 85% d'impôts. Je gagne super bien ma vie, je vais pas me plaindre. Tu vois, je prends des dividendes, le dimanche, j'emmène ma mère en avion. Qu'est-ce que tu veux que je me plaigne? Mais c'est dommage, parce que tout est fait pour que le patron il puisse pas faire de marge et tout est fait pour que le salarié il prenne le SMIC. Et ça, c'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, si on me disait, bah écoute, tes impôts, tu vois, c'est comme les successions. Les successions, quand quelqu'un décède, qui a travaillé toute sa vie et que tu dois donner 45 ou 75% à l'État, alors que c'est ses enfants. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Rien que de donner un centime, c'est pas normal, tu vois. Et on devrait pouvoir proposer à ces gens-là, dire, bah écoutez, vous allez recevoir l'héritage. Au lieu de donner 45% à l'État, bah, on vous oblige à investir dans les sociétés françaises et vous les avez en action. Et mec, ça fait de l'argent dans la société. Alors oui, c'est pas 100% de la marge, t'investis dans des boîtes, c'est sûr. Mais les gens, ils arrêteraient de gueuler, ils arrêteraient de s'expatrier. Enfin bon, là, je suis en train de faire un discours du mec qui va se présenter pour les européennes. Mais en vrai, enfin, tu vois, c'est des trucs dommages, quoi. On obligerait tout le monde à investir dans des boîtes en France, on développerait notre économie, ça irait créer de l'emploi, ça éviterait d'importer des choses dans tous les sens. Et c'est pareil avec les impôts. T'imagines, moi, si les 85% d'impôts, au lieu que ça finance du lobbying pour je sais pas quoi, tu vois, moi, je fume la chicha, je suis pas un bon conseil, mais quand tu vois comment que c'est géré, et en plus de ça, je suis investisseur en bourse, notamment sur les actions américaines dans l'industrie du tabac, donc tu vois, c'est un peu me tirer une balle dans le pied ce que je vais dire, mais quand tu vois le lobbying à l'Assemblée, que les gens sont formés par des boîtes comme Philip Morris pour aller donner leurs avis après à l'Assemblée, mais en fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais, et donc, voilà, c'est ça que je trouve dommage. Je parle de ça, donc c'est pour ça que je développe un petit peu. Mais à la rigueur, qu'on soit dans le social à mort, mais faites-le vraiment, quoi. Faites-le vraiment, les gars. Je sais pas, qu'on nous oblige à donner des meilleurs salaires, qu'on nous détaxe les primes qu'on donne à nos salariés à ce moment-là. En échange, que le patron s'en mène pas plein les poches, tu vois. Je suis OK, moi. Je suis OK pour qu'il y ait plus de revalorisation, de partage. Mais moi, je rêve de ça. Je rêve de pouvoir donner des primes à mes salariés sans que ça me coûte le triple. Je rêve de payer moins d'impôts pour les redonner à mes salariés. Moi, si tout le monde pouvait arriver en Ferrari, frère, mais je signe tout de suite, quitte à ce que moi, je roule qu'avec une seule Ferrari au lieu de 12. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je sais pas si les gens vont comprendre vraiment mon discours, mais les gens qui travaillent avec moi, en tout cas, le comprennent. Mais Valentin qui hoche la tête. Il est content d'arriver avec sa voiture qui fait 300 chevaux au travail. Mais c'est trop cool de pouvoir gagner bien sa vie, même quand tu es salarié dans une boîte. On a des salariés, nous, dans nos boîtes aujourd'hui, qui ont des super postes de responsabilité, qui gagnent des super gros salaires et qui veulent jamais de la vie s'embêter avec un rôle de patron. Mais par contre, ils sont contents de pouvoir avoir une belle carrière, de pouvoir développer des choses, de pouvoir acheter des maisons. Moi, j'ai des salariés qui travaillent dans mon groupe. Il y a des gens comme Géraldine qui sont hyper inspirants, mais il y a des gens comme Géraldine qui ont plein de maisons, plein d'appartements, qui font de la bourse. Enfin, c'est ouf, quoi. Et du coup, c'est trop passionnant.
Et chacun ses ambitions. Et on a vraiment tout ici, nous, au sein de mon petit groupe de société, c'est trop sympa. Et donc voilà, je me suis un petit peu égaré, mais ça me faisait plaisir de vous parler de tout ça. J'expliquais donc cette histoire où j'ai commencé à gagner un peu de sous. Une fois que YouTube, je pouvais financer les projets. Une fois qu'Essentiel Airsoft, je pouvais payer les stocks et les reprovisionnements. Une fois que je peux payer des nouveaux salariés que j'embauche, etc. Si en plus de tout ça, il y a un peu de sous, bah faut l'investir. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de l'immobilier. Réflexe français, hein. Je pense que la plupart des gens, en trop qu'on s'en rende compte, c'est dans les mœurs en France d'investir dans l'immobilier. Tout ce qu'on dit, voilà, la pierre être propriétaire, et puis c'est pas une erreur en plus, hein. Même si aujourd'hui j'ai une vision des choses un peu différente. Donc j'ai commencé à acheter mon premier local. Moi, mon réflexe en fait, c'était de faire grandir mon entreprise. Mais à chaque fois qu'on avait un point physique, un local, un truc, c'était d'en être propriétaire et de jamais louer. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a acheté mon premier local, on l'a loué, après on a acheté le deuxième, on l'a loué, Pardon, je dis on l'a loué, on l'a acheté. Après, j'ai mis des boîtes dans des trucs, on a acheté les murs à chaque fois en fait. Et aujourd'hui, toutes mes sociétés, tous les locaux qu'on a, on est propriétaire des murs. Et donc, j'ai investi de cette manière-là. Après, j'ai essayé la bourse, je me suis formé pendant 2 ans et demi, 3 ans. J'ai regardé des vidéos, j'ai acheté des formations, j'ai écouté des trucs, et 1 milliard de podcasts sur la crypto-monnaie, etc. J'ai rencontré des gens géniaux comme Asher, comme Amixem, qui m'ont beaucoup appris aussi sur ces domaines-là. J'ai commencé à investir 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros. Et après, des beaucoup plus grosse somme en fait. Et aujourd'hui, la bourse, moi, ça me fait gagner pas mal d'argent. Et c'est pour ça que ma vision des choses, je disais tout à l'heure, elle change un peu par rapport à l'immobilier. Aujourd'hui, je vois ce que c'est de gérer un parc immobilier avec... on a monté une équipe, on a une partie de mon équipe de compta qui s'occupe de mes biens immobiliers, on a des gens qui bossent avec moi qui prennent beaucoup de temps là-dessus, on a mon équipe de BTP qui s'occupe aussi de mon parc immobilier. C'est beaucoup de taf, c'est beaucoup de frais, c'est beaucoup de prise de tête, la gestion des locataires, etc. Et aujourd'hui, on a une quinzaine de biens immobiliers quand je dis on, c'est carrément, c'est pas mes sociétés, c'est moi perso, j'investis dans des SCI mais aussi à titre perso. Je vois que c'est quand même un beau merdier à gérer, même si on gagne de l'argent, hein, c'est pratique, hein, quand tu reçois les loyers, ça fait plaisir. Mais c'est vraiment quand même une saloperie à gérer, alors que la bourse, tu fais rien quoi. Moi le soir, quand je fume ma chiche, que je suis devant ma télé en train de regarder une nouvelle vidéo de tank, je me dis que je gagne de l'oseille, putain ça me fait plaisir, tu vois. Donc c'est pour ça, moi ma stratégie, l'argent que j'ai eu, je l'ai investi dans des biens immobiliers. Alors quand je dis je l'ai investi dans des biens immobiliers, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que j'ai investi l'argent que j'avais en cash dans l'apport bancaire pour faire du levier bancaire. Donc j'arrivais à la banque, je disais voilà, j'ai 10 000 euros, combien vous me prêtez? Et après, plus t'as de biens, j'ai eu la chance que mes petites choses marchent pas trop mal. Et aujourd'hui, j'ai des encours bancaires. Et quand je vais voir une banque et je leur demande plusieurs millions d'euros, il y a même des projets que j'ai fait comme ça où j'ai pas mis d'apport, tu vois. Et donc là, c'est ouf aujourd'hui parce que j'ai toujours montré que j'étais pro, j'ai toujours montré que je remboursais mes banques, que j'étais sérieux avec mes banques. Mais quand je dis mes premiers investissements, c'était vraiment le cash que j'avais, je le mettais dans des apports et faire du levier bancaire. Et ma stratégie aujourd'hui, moi, elle est pas du tout dans l'immobilier. Je me sers de l'immobilier pour faire du levier bancaire uniquement. Sinon, je serais propriétaire de mon château certainement et de mon mobil-home dans le sud. Ça va arriver bientôt. Ça, je vais vous en parler, mais je rêve de m'acheter un bout de terrain dans la campagne et de me péter un mobil-home avec un périmètre de sécurité, un truc pour pas me faire braquer parce que maintenant tu te fais cambrioler tous les 36 du mat, donc c'est un peu chiant. Mais je rêve de me péter un mobil-home dans le sud pour arriver là-bas et un endroit où je peux atterrir sur place dans la campagne et tout, enfin génial, tu vois. Oh, le rêve, imagine le truc de ouf. Donc je veux me faire ça absolument. Les 800 000 balles ou le million d'euros que je vais pas mettre dans ça, il est 1000 fois mieux investi en bourse. Ma stratégie aujourd'hui, elle est uniquement en bourse. Mais en bourse, tu ne peux investir que de l'argent que tu as de disponible en cash. L'argent de tes économies, l'argent de tout ce que tu veux, mais l'argent que tu as, dont tu disposes. J'en suis rendu à un point où je me dis, putain, mon Aventador, elle me fait bander à mort, mais putain, foutre 600 000 balles dans la bourse, ça serait vraiment 1000 fois mieux investi. Mais en même temps, l'Aventador, elle nous sert sur les événements, elle nous sert dans les vidéos, donc c'est vachement pratique aussi. Donc voilà, mais je me pose plein de questions. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'immobilier, moi, si demain je pouvais solder mes crédits bancaires, si demain c'était fini, mes crédits, je revends tout de suite ce que je possède en immobilier. Mais ça, depuis le départ, j'ai un peu cette vision-là. Je suis content d'avoir un parc immobilier, mais moi, l'idée, c'est de vraiment vendre le plus vite possible. Donc, je fais du levier bancaire avec le moins d'apport possible. Et donc, j'achète des biens immobiliers. Voilà, aujourd'hui, je dois en avoir une quinzaine. Soit c'est des boîtes qui financent avec du levier bancaire sur des SCI. Voilà, il y a tout un montage fiscal autour. Mais l'idée, c'est d'avoir des banques qui me prêtent de l'argent. Cet argent, je l'investis dans l'immobilier. Une fois l'immobilier s'autofinance soit par la société qui est locataire du bien immobilier, soit par la personne physique qui habite dans la maison. Donc entre guillemets, moi je lève de l'argent avec la banque, mais c'est le locataire, soit une boîte,
soit quelqu'un de physique qui habite dedans, qui paye tous les mois et c'est pas moi. Dans 15 ans, le crédit est terminé, je me retrouve avec un bien qui est payé, donc avec 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros, ça dépend de quel bien. Et moi, dans le jour où c'est soldé, annonce sur Internet et je vends tout mon parc. Et tout ce parc immobilier, j'ai pas compté combien que ça faisait, mais ça fera une belle somme. J'investis 100% en bourse. Et là, après, c'est décuplé, c'est énorme. Et aujourd'hui, 100% de mes dividendes, moi je me paye 2000 balles par mois, comme je disais, ça me permet de payer mon crédit, mon loyer, pardon, parce qu'aujourd'hui je suis locataire de ma propre société, mais j'ai monté une SCI qui est propriétaire du château, et aujourd'hui je paye un loyer pour vivre dans la partie que j'habite du château. Donc moi, mes 2000 euros par mois, ils me permettent de payer le loyer du château, ils me permettent de me payer mon essence, mon tabac chicha, voilà, quelques conneries qui sont pas passées sur la boîte, parce que je suis hyper carré là-dessus, je suis en contrôle fiscal toute l'année, donc t'imagines bien que je vais pas me passer une montre ou des vacances ou des choses comme ça sur la société. Mais mine de rien, le fait d'avoir des véhicules de fonction et tout, c'est quand même vachement arrangeant et ça me fait quand même payer moins de choses que si j'avais pas ces boîtes-là. L'idée, c'est que tout ce que je gagne à côté, dividendes, la revente d'un bien, la revente de quelque chose, dès que je peux récupérer de l'argent, quoi que ce soit que je fasse, aujourd'hui ça part 100% en bourse. Je vais vous refaire une vidéo bientôt, je pense, sur la bourse, l'évolution de mon portefeuille, avec des chiffres, avec des écrits, etc. Comme d'habitude. J'avais fait une vidéo où j'investissais 100 000 en direct. Et j'avais sur ce portefeuille-là, c'est une boîte française, c'est un broker français, j'avais investi 500 000 euros. Aujourd'hui, je suis à 620 000 euros sur ce portefeuille-là. Donc sur 500 000 investis en 3 piges, donc dans les 500 000, il y a des actions américaines et il y a évidemment un PEA qui est au maximum. Donc le PEA, c'est le plan d'épargne en actions, mais c'est en France, donc c'est des sociétés françaises. Tu as une réduction fiscale, mais en contrepartie, tu dois investir dans les sociétés en France. C'est bridé à 150 000 euros, donc j'ai évidemment été jusqu'au max. Sur ces 500 000 euros-là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dépassé pratiquement l'indice, fait pratiquement 20%. Alors attention, on a eu une belle année en France, voilà, il y a des hauts et des bas, mais on a eu des très beaux résultats. Et sur les 500 000 euros investis, en 3 ans, j'ai fait 120 000 euros de bénéfices. Là, je suis aujourd'hui, moi j'ai posé 500 000 à l'euro près. Et là, aujourd'hui, sur mon solde, sur mon évaluation totale, je suis à un petit peu plus de 620 000. Donc j'ai gagné 120 000 euros en investissement. Bon, attention, là tout le monde va me dire oui, faut poser 500 000. Évidemment qu'il faut poser 500 000, mais c'est quand même en attendant. Moi aujourd'hui j'ai la chance de bien gagner ma vie, mais il y a des gens qui sont filous, qui sont malins, qui vont faire du levier bancaire avec des crédits à la banque pour de l'immobilier. Une fois que c'est payé, ça mettra 10 ans de plus, 15 ans de plus que les autres. Mais l'avantage, c'est que dans 10-15 ans, cet argent-là, tu la récupères, tu la places, ça t'empêche pas de recréer du levier bancaire à côté en parallèle. Et c'est comme ça que moi je vois les choses. En tout cas, je vous parle des choses qui marchent, des choses que j'ai faites. Je vous dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je vous donne encore une fois mon avis, parce qu'on entend de tout, oui, il faut faire ci, oui, il faut pas vivre dans la maison qu'on achète, faut être locataire et puis faire de la location à côté. La réalité, c'est que faites des choses, il faut faire des choses. Je me suis planté 1000 fois, j'ai fait des erreurs, j'ai acheté des biens immobiliers qui étaient pourris, où j'ai perdu de l'argent. Il y en a où j'ai gagné beaucoup de thunes. Je gagne énormément d'argent avec les biens immobiliers pour les professionnels. Il y a un taux de rentabilité qui est beaucoup plus intéressant. Par contre, quand il n'y a plus de locataires, c'est beaucoup plus dur à relouer, mais vachement intéressant sur le plan de la rentabilité. Il y a plein de choses, il faut tout essayer. Des maisons de campagne, des appartements en ville et tout. J'essaye tout. N'ayez pas peur de vous lancer. Essayez de vous entourer des bonnes choses. Écoutez des podcasts, écoutez des vidéos. Allez sur le cercle, les amis. Et ça, c'est pareil. Tu vois, le cercle, c'est un super truc. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai un live ce soir à 21h où on va parler d'immobilier avec tous les abonnés du cercle. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est un truc qu'on a lancé avec mes associés, qui est devenu totalement gratuit parce que je suis passé pour un gros scammer de Dubaï qui vendait des formations toutes pétées. Or que nous, c'est des trucs top qu'on propose avec que des experts, que des gens qui relatent un peu ce que j'ai fait moi, mais en mieux que moi, parce que c'est des gens qui ont 15 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience, des patrons qui ont fait des trucs extraordinaires, donc, et du coup, tout est gratuit. Et c'est vraiment des choses qui sont proposées à minimum 500 euros par mois aujourd'hui. Hein. Vraiment, je vous promets. Donc allez voir si ça vous fait plaisir. J'ai rien à gagner, c'est gratos. Moi, ça me fait plaisir de partager. Ce canal-là, aujourd'hui, il est là. On est encore en train de réfléchir sur comment on pourrait éventuellement le monétiser avec des professionnels, etc. C'est pas l'objectif. C'est vraiment aussi pour montrer à mes abonnés que le projet de départ, c'était pas de faire de l'oseille, c'était vraiment de partager le truc. La mensualité que j'avais mis au début, c'était pour couvrir les frais. Maintenant, c'est gratuit, ça le restera. Donc, kiffez, les amis. C'est de la connaissance, c'est des cours gratuits, c'est des formations gratuites, c'est des visios gratuits, c'est des
c'est des appels gratuits, c'est des relations gratuites, c'est énorme le cercle, hein. Franchement, ce qu'on propose, c'est abusé, et tout ça gratos. Donc maintenant, allez-y les potes, faites-vous plaisir. Écoutez ce qu'on vous propose là-dessus, écoutez ce qu'on vous propose sur YouTube, ce qu'on vous propose sur les trucs de podcast. Moi, c'est ce que j'ai fait, et au bout de 2 ans, j'ai posé 2000 € après 10 000, et voilà. Et donc, et c'est comme ça qu'il faut vous former sur l'immobilier, sur comment faire sa boîte, sur ceci, sur cela. Il faut aussi oser des fois se lancer et kiffer, se dire bah voilà, j'ai pris une baffe, mais au moins t'auras pris une baffe, mais t'auras appris de tes erreurs. Et aujourd'hui, moi, j'ai tellement fait d'erreurs dans l'immobilier. J'ai tellement pris de baffes quand j'ai monté des boîtes. J'ai tellement pris de calottes à essayer de faire des trucs à droite à gauche qui n'ont pas marché. C'est ça qui fait que j'ai réussi d'autres trucs à côté. Après, attention, faut pas faire l'hypocrite. J'ai la chance de vachement bien gagner ma vie. C'est beaucoup plus simple de parler comme je parle quand tu gagnes bien ta vie. Mais en même temps, à un moment donné, si t'essayes pas, t'as pas de chance de gagner bien ta vie. Donc, lancez-vous, les amis. Et puis voilà. J'avais envie de faire cette petite vidéo, les potes, un peu tranquille, un peu dans mon petit canapé, posé comme ça, dans le chaton, pour vous parler un peu de ça, de comment j'ai fait mes premiers investissements, comment j'ai posé mes premiers sous en bourse. Moi, la réalité, c'est que j'ai tout réinvesti dans mes sociétés jusqu'au jour où j'ai gagné assez d'argent pour pouvoir commencer un peu à mettre à droite à gauche dans l'immobilier, dans la bourse, dans toutes ces conneries. Donc bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, les amis. C'était un petit peu de parlotte cette semaine. La semaine prochaine, on revient sur une vidéo sympa, avec des chiffres. On va voir si on a respecté ou pas notre projet immobilier qui finit sur la petite maison à 30 000 €. On va vous faire un détail d'exactement combien ça nous a coûté, vous dire quoi, qu'est-ce qui nous a coûté le plus cher, le moins cher, etc. Ça va vraiment être intéressant. Donc je vous embrasse les amis, et puis n'oubliez pas de vous abonner. On a passé la barre des 400 000. Topette.